Bien, mais écoute, bonjour et merci d'avoir accepté un petit peu de me commettre dans cette petite initiative. L'idée, c'est que tu parles un petit peu de ta maison d'édition hein, que j'ai découvert il y a maintenant un an, hein, Atlantique déchaîné, et puis que tu nous parles aussi un petit peu des livres que tu as envie de présenter de façon à montrer ce que vous avez pris comme initiative éditoriale. Et après, si tu as envie d'aller plus loin sur la situation sociale, politique, tu as aussi le droit. Donc, voilà. Merci. Toi, peut-être un peu. Ok, donc je parle à la machine. Non, non, tu parles à moi. Ah, ça y est, tu te mets derrière la machine. Parfait. Euh, oui, donc Atlantique déchaîné, c'est une maison caribéenne d'édition. On a réellement une activité réelle, on a dit, on a 18 mois d'existence éditoriale. On en est à 13 titres 18 mois. Donc on a achevé. La maison d'édition, en fait, elle est sur trois domaines, la pensée critique, les sciences humaines et la littérature. Elle est également en deux langues, elle est en français et en créole de la Caraïbe. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, de ce qui veut dire en réalité ce que nous on considère une seule langue, le créole caribéen, mais avec différents dialectes d'Haïti à plus au sud de la Guyane, en passant par toutes les petites Antilles. Donc voilà le domaine d'action de la maison. Donc elle entend effectivement porter une voix et porter un regard et un éclairage sur la Caraïbe, qui est une région du monde qui nous paraît un peu méconnue et ignorée. Donc voilà, on insiste sur cette région-là, mais avec une volonté de la considérer comme ce qu'elle est. C'est ce qui l'a créée, c'est une relation avec les autres continents, soit le continent américain auquel elle est directement adossée, mais évidemment la relation avec l'Afrique et l'Europe est primordiale, puisque c'est de ça que nous sommes nés, et puis également l'Asie, puisque on le sait peut-être moins par ici, mais il y a eu un grand apport d'hommes et de femmes venus de l'Asie, alors majoritairement d'Inde, mais également de Chine, également du Japon. Il faut savoir que, par exemple, en Guadeloupe, il y avait des travailleurs japonais après l'abolition de l'esclavage qui ont été quasiment importés, mais que ceux-là sont repartis parce que ça a été une des premières grèves des travailleurs libres. C'était des Japonais en Guadeloupe, c'est très méconnu. Donc voilà, donc pour dire que vraiment la Caraïbe, elle ne se conçoit pas sans ses relations avec l'espace environnant. Et donc, pourquoi aussi le nom de la maison, c'était ça, c'était pourquoi prendre le nom de Atlantique déchaîné, c'était vraiment avoir l'espace et les relations en tête. Et déchaîné, ça traduit un peu la portée assez politique quand même de la maison, puisque voilà, on essaye quand même de porter des thèmes, des sujets y compris quand c'est de la littérature, qui ont un lien quand même avec les idées, les principes de liberté, que ce soit au niveau collectif ou même individuel. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de sujets de libération à porter, donc, soit en tant que peuple, mais ça peut être sur des questions de société. Donc, par exemple, en janvier, on a sorti À l'arrivée la vie de Mélissa Beralus. C'est un livre qu'on a publié originalement, il a été créé en créole, il est paru en Haïti en 2016. Et nous, on a choisi de le publier en version bilingue. Donc, un version en français, un version créole haïtien. Et là, on est vraiment aussi là, des thèmes que peut-être on n'a pas l'habitude de voir traités depuis la Caraïbe, parce que là, du coup, ça n'a pas de lien direct avec la colonisation, l'esclavage ou la domination de la langue, etc. Le sujet de À l'arrivée la vie, je le découvre, c'est une femme qui s'exprime, c'est un monologue, et elle s'exprime alors que son mari dort, et qu'elle a mis de l'huile à bouillir sur le feu, et elle explique pourquoi elle doit verser cette huile bouillante sur son mari. Donc voilà, ça traite du thème de violence conjugale. Mais ce qu'on retrouve, c'est cette notion de révolte, parce que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ce n'est pas c'est pas tant finalement, au fur et à mesure que le récit se déroule, c'est plutôt un thème sur une femme battue
que sur une femme battante, même si effectivement elle s'appuie et elle expose ce qu'elle a vécu. Mais ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est qu'il y a ce retournement, c'est-à-dire qu'elle renverse. C'est presque une mise en application pratique des théories, par exemple, d'un Frantz Fanon, c'est-à-dire qu'elle renverse la violence. Voilà, elle répond. Donc voilà, c'est un thème qu'on a porté en janvier. Euh, et là, actuellement, on est sur par rapport notamment au récent Printemps des poètes, et qui est toujours en cours d'ailleurs. Voilà, on a publié de la poésie. Donc là, on sort 4 livres qu'on a présentés au marché de la poésie de Bordeaux le mois dernier, et, euh, et qui donc sortent en librairie le 6 avril prochain. Euh, Est-ce que je les ai tous? Oui. Je peux les présenter tous. Euh, alors, je commence avec un jeune auteur. Est-ce qu'il va être... Voilà, pardon. Donc, Belle au goût d'Avant-Rouge de Rolf von Marcur. C'est un auteur de la nouvelle génération d'Étienne. Et c'est une poésie très âpre, très rude. Alors, bien sûr, très imagée. Bon, la langue en Haïti est très poétique, qu'elle soit en créole ou en français. Donc là, c'est écrit en français. Mais il décrit, c'est une poésie qui en même temps s'attache et s'attaque au réel. Donc, à travers la poésie, on aborde la question haïtienne, la situation sociale, la situation politique que le poète traite. Donc, on n'est pas du tout dans une poésie florale et champêtre. C'est une poésie, voilà, qui donne à voir aussi la violence, la domination. Donc, je pense que Espace Marc, c'est un bon endroit pour en parler. Euh, alors, je passe à un auteur plus illustre. On va alterner comme ça. On a choisi de faire 2 auteurs très connus et 2 jeunes auteurs. Donc après, nous avons publié Le berceau des lendemains, pardon, d'Ernest Pépin, qui est connu en France pour certains de ses romans qui sont parus au moment de l'ébullition, d'effervescence autour du mouvement de la création en tant que romancier. Mais en réalité, à l'origine, Ernest Pépin, c'est surtout, enfin, d'abord en tout cas un poète, un très grand poète. Et dans Au berceau de lendemain, en fait, il traite en fait de la Caraïbe. C'est un auteur très caribéen dans sa langue, dans ses thèmes, en fait. Donc, il en parle magnifiquement bien. C'est vraiment, si les gens ont envie de connaître la Caraïbe, c'est une très bonne porte d'entrée parce que dans une langue très poétique, évidemment, mais où il traite de l'histoire, des hommes et des femmes qui habitent ces espaces, et des lieux, des paysages. Et c'est une vision pas du tout, évidemment, bidouilliste, comme ça pouvait se faire dans le temps longtemps, mais voilà, sur la matrice. Quelle est la carrée dans cette matrice? Donc, c'est vraiment des très beaux textes et aussi beaucoup de textes en hommage à des, des hommes et des femmes qui ont compté, qui ont porté aussi. Alors, dans une très grande Caraïbe, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais la Caraïbe, c'est un espace qui est mal défini parce que selon, est-ce qu'on parle de la Caraïbe en tant que, est-ce que c'est juste les Antilles? Est-ce que ce sont les pays du pourtour de ce qu'on a appelé la mer des Caraïbes? Est-ce que c'est un espace encore plus grand qui va effectivement jusqu'à la Guyane, jusqu'à la Louisiane au nord, où en fait, et voir le nord-est du Brésil, le lieu où il y a eu l'Amérique des plantations, en fait. Bon, celle de la Caraïbe de Pépin, elle est vaste. Donc, on peut y trouver un hommage à Toni Morrison, à Aimé Césaire, à Wilfredo Lam, le cubain, voilà. Mais il va jusqu'à célébrer Césaria Évora. Donc, on est là dans les îles avant, parce que vous avez les Antilles, c'est les îles avant le continent. Bah, là, on va jusqu'au Cap-Vert, donc ce sont les îles avant les Antilles. Mais voilà, une très belle langue, vraiment, d'Ernest Pépin. Le troisième auteur, c'est Laurent Christian, Les mots de silence. C'est un livre qui a été couronné du prix Carbet de la Caraïbe et du prix Monde en 2021. On a choisi d'en faire une réédition il envoie des puissements sur ce livre. Et c'est un... Bon, alors là, c'est une poésie plus difficile à décrire pour moi parce c'est une poésie, comme moi, j'ai trouvé une langue incroyablement riche. Alors, on est toujours dans des thèmes... Euh, c'est une langue, c'est un livre qui est à la fois politique, mais vraiment pas en surface. C'est en creusant, en réfléchissant aux tournures, aux mots, qu'on s'aperçoit en fait qu'il parle
du passé et du présent, et que voilà, il dit des choses sur l'état du monde. C'est un poète martiniquais. Je pense qu'on peut lire d'autres livres de lui. Euh, et, mais c'est vraiment une langue très riche parce que alors c'est un livre entièrement en français, mais qui est vraiment imprégné de la culture et de la langue du martiniquaise. Donc, il y a des va-et-vient entre les deux langues qui peuvent paraître imperceptibles si on n'a pas la connaissance des deux langues. Donc, ça donne vraiment une richesse à cet ouvrage, à cette langue de Laurent Christian qui vraiment demande enfin, mérite vraiment d'être lu et d'être connu de ce côté de l'Atlantique. Et alors, je termine à nouveau avec un auteur très connu, c'est Lionel Trouillot, avec moi. Moi, parce que c'est un livre bilingue, comment on avait fait pour aller arriver la vie. Donc, chaque langue a son versant. Euh, on publiera bientôt un autre livre de Lionel Couillon. Moi, en fait, ce qu'a souhaité faire Lionel, euh, c'est donner la parole à ceux qui ne l'ont pas habituellement. Et au-delà de ça, de faire dire, faire parler des gens de leur point de vue, et des gens qui n'ont pas forcément peut-être l'habitude eux-mêmes euh, de l'exprimer. En fait, c'est deux textes différents, très différents. Enfin, donc il a écrit en créole et qu'on a traduit. Il a traduit moi la Catao et nous on a traduit moi Marc Aurèle. Et, alors Marc Aurèle, c'est un personnage, on suppose qu'il est rescapé du tremblement de terre de 2010. Euh, Parce qu'en fait, il est recueilli par une patronne de boutique. Et c'est là qu'il vit. C'est là qu'il dort la nuit, une fois que toutes les denrées sont rangées, stockées. Et c'est là qu'il passe ses journées assis sur une pierre. Il observe de temps en temps, va servir les clients. Mais c'est une espèce de contemplatif. Euh, on ne sait pas à quoi il ressemble, lui-même ne sait pas à quoi il ressemble. Il y a des très belles pages au départ où Lionel explique on est tous, chaque être humain est une comparaison. À quoi ressemble-t-on? Et ça peut être à des choses différentes, ça peut être un animal, un monument, un sentiment, bref. Et là, cet homme-là, même sa patronne, qui est une personne avec une verve incroyable, qui est capable d'inventer des injures les plus improbables, n'arrive pas à le définir. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Et lui-même dit qu'effectivement, il ne ressemble à rien, alors qu'il porte le prénom d'un empereur romain, Marc Aurèle. Et en fait, ce contemplatif qui n'a rien à dire a finalement des choses à dire, parce qu'il dit ce qu'il voit, il parle des autres. Et en fait, c'est quelqu'un de très intéressant, comme le sont les gens qui se pensent très inintéressants. Parce qu'en fait, comme il observe les autres, il parle de l'humanité qui est devant ses yeux. Et donc, il dit des choses que les autres peut-être ne veulent pas avouer, ne veulent pas dire. Il parle de la tristesse de sa patronne, qui n'a pas de nouvelles de son fils parti dans l'immigration. Et puis, il parle de Haïti, ce qui se passe en Haïti actuellement. Et donc, il parle du peuple qui se soulève face au pouvoir, qui s'appuie sur les gangs. Mais c'est d'une parole très calme, mais qui donne à voir beaucoup de choses. Parce qu'on peut parler de la violence sans être soi-même violent. Et, voilà. Et donc, il est assis sur sa pierre. Et je ne dévoile pas la fin, mais la pierre est un personnage du texte. Oui, puisque... Alors, j'ai vu que tu avais aussi des auteurs bordelais. Tout à fait. Donc, notamment Christine, oui, que je connais bien, qui a publié un livre. Donc, alors, il est sorti en octobre. Christine Chivalon, effectivement, a publié chez nous. C'est un grand honneur pour nous, puisqu'elle a, voilà, Christine Chivalon, pour ceux qui la connaissent pas, elle a fait quasiment 30 ans qu'elle publie et qu'elle s'intéresse à la Caraïbe. Elle a commencé notamment sur un travail de terrain sur la Martinique qu'elle a poursuivi tout au long de ces années, qu'elle a recroisé avec des études sur la question de la mémoire. Elle a beaucoup travaillé sur la mémoire. Notamment de l'insurrection du Sud à la Martinique, une insurrection en 1970, est un moment très, très important pour la Martinique. Encore aujourd'hui, c'est un des mythes fondateurs de la conscience martiniquaise. Euh, et, et là, en fait, dans cet ouvrage-là qu'elle a publié chez nous, c'est L'humain, l'inhumain, en fait, c'est une traversée, c'est un ouvrage assez court. On a lancé la collection Domaine de recherche, pour ça on espère l'entretenir. Et en fait, le propos, c'est de donner à voir, donner une synthèse, en fait, un état des lieux de la recherche, là en anthropologie. Donc c'est assez
C'est au départ assez difficile d'accès, même si elle a fait un travail, on a fait un travail ensemble pour le rendre plus accessible. Mais voilà, c'est sur des thèmes voilà, monsieur et madame tout le monde, on n'a pas l'habitude forcément d'entendre parler. Mais ça permet justement grâce à ce livre, de comprendre quels sont les débats. Et ce qui est intéressant chez Christine, c'est que, comme elle le dit elle-même, c'est qu'en fait, son ouvrage, les pistes qu'elle trace, permettent de voir comment elle essaie de réintroduire quand même une pensée politique des phénomènes. Et donc, elle, en fait, c'est pour ça qu'elle parle de l'humain, l'inhumain, parce que en fait, les anthropologues sont allés de plus en plus, et continuent à aller en plus sur ce qu'ils appellent le non-humain, donc la relation avec l'environnement, la relation avec le vivant. Et elle, en fait, ce qu'elle essaie de réintroduire, non, elle n'efface pas, elle n'entend pas expulser ces chercheurs-là, hein, mais elle l'entend réintroduire, participer à l'anthropologie actuelle, en réintroduisant la question de l'inhumain, c'est-à-dire l'humain euh, euh, dans ses pratiques pour les corps, les rapports de domination. Et donc, avec la Caraïbe, c'est effectivement un des moyens de comprendre, parce que effectivement, il y a l'esclavage, c'est la mise, c'est la négation, tu vois, la volonté, même si elle échoue, elle est toujours mise en échec par ceux qui la subissent, mais la volonté d'exclure, peut-être pas entièrement d'humanité, mais d'une forme d'humanité, les dominés. Et donc, elle s'intéresse à ces postulats, et surtout, là, le livre, c'est de mettre en avant ce qui se produit. Donc, c'est pas seulement ce qu'elle a produit, c'est de montrer ce que tel ou tel chercheur a. Donc, on aborde, pour finir, la question de anthropocène ou capitalocène. Et elle, à partir de la capitalocène, elle ouvre sur des questions de ce qu'on a appelé la plantation des scènes, donc, quelque chose d'assez proche, mais à poser sur le domaine, sur l'expérience faite aux Amériques de l'esclavage et de la colonisation. Donc voilà, c'est un ouvrage très, très intéressant parce qu'il permet au lecteur d'aller lire d'autres choses, d'avoir quelques outils de base pour aller lire d'autres livres. Donc ça, c'est le type de livre qui sont très intéressants. Super. Dis-moi, alors, pareil, Harold. Ah, alors Harold, c'est la défaite de la majorité, Harold Berlin. J'essaie de dépasser le livre parce que la minorité c'est pas facile. Hein. Voilà, la défaite de la majorité. Donc, il est sorti l'an dernier, oui, janvier 2022. Harold, c'est un peu particulier parce que c'est le premier livre que la maison a publié. Maison Caribéenne d'édition, le premier livre qu'on a publié, c'est un livre d'Harold qui était le récapitulatif de la classe de philosophie. Ouais. Voilà, ça a été une rencontre. Et alors, ça n'a rien à voir avec la Caraïbe, aucun rapport. Par contre, ça a tout à voir avec la pensée critique. Et cette ligne que nous, on défend et que porte Harold, c'est que, oui, voilà, c'est introduire de la politique, ne pas faire de la pensée en surplomb. C'est-à-dire s'intéresser effectivement de la philosophie politique, mais pour en faire quelque chose, pour dire ce qui se produit et pour tracer des pistes de pourquoi peut-être on les défait. Puisqu'en fait, le propos du livre, c'est ça, en fait, c'est d'expliquer pourquoi la majorité sociale est défaite politiquement. Un grand mystère qui nous permet d'être en relation avec des livres beaucoup plus anciens comme celui de la Boétie sur l'histoire de la servitude. Donc voilà, on est dans cette veine-là. C'est un livre qui pour nous a bien fonctionné et qui, je pense, aurait mérité un plus grand éclairage, mais le fait qu'il n'ait pas eu un grand éclairage est tout à fait normal par rapport à ce qu'il décrit, puisque le système médiatique n'a pas du tout intérêt à ce qu'une pensée critique soit mise en avant, parce qu'il est tenu, voilà, par des gens qui n'ont pas intérêt à ce que la pensée critique émerge. Voilà, donc c'est un livre que vraiment, moi, je conseille, parce que c'est un livre situé, donc là, pour tout lecteur français, donc, je pense tout habitant du pays, devrait lire parce qu'il est stimulant. Il est stimulant et il permet peut-être des fois aussi de mettre des mots sur des phénomènes qu'on n'arrivait pas à comprendre pourquoi on est défait, qu'est-ce qui bloque. Et donc, voilà. Très bien. Est-ce que tu souhaites évoquer une ou des choses supplémentaires? Écoutez, je peux vous annoncer ce qu'on va faire.
On va au mois de mai, en partenariat avec l'association Afro-America, on va avoir une soirée de conférence autour de Toussaint Louverture. Puisque là, on est encore en lien avec Bordeaux, alors pas seulement en raison de la traite négrienne, mais parce que vous savez que Isaac Louverture, un des fils de Toussaint, a vécu et est mort à Bordeaux, notamment rue Fonondège, il a vécu. Il est enterré au cimetière, c'est Chartreux, je crois, le nom du cimetière. Et là, c'est le 220e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, qui est mort en 1803, le 7 avril 1803. Nous, au mois de mai, pendant le cadre des Journées de la mémoire, on va tâcher de raviver la mémoire de Toussaint, mais non pas dans une mémoire plaintive, dans une mémoire stimulante à nouveau, d'émulsion vers la liberté, puisque Toussaint Louverture, c'est une figure, comme l'est le peuple haïtien avec lui, mais une figure un grand libérateur qui s'oppose. Il faut savoir que Toussaint Louverture a combattu les grands empires de l'époque, l'Angleterre, la France, l'Espagne, c'est des empires colossaux à l'époque. Et c'est lui qui non seulement sort son pays de l'esclavage, mais c'est lui aussi qui sort, même s'il n'est pas là au moment de l'indépendance, il meurt en détention en France, mais c'est lui qui vainc l'esclavage et le colonialisme. Parce que, voilà, c'est de son combat que naît la République indépendante d'Haïti. Donc voilà, nous, en mai, on sera sur ça avec Julie Duprat, qui viendra parler de la famille d'ouverture en Aquitaine, et Florence Gauthier, qui viendra parler des révolutions de l'égalité de l'épiderme, et donc des relations entre révolutions aux Antilles, Saint-Domingue, Guadeloupe principalement, et en France, parce que bien sûr, il y a des liens et dans la pensée et dans l'action entre les deux révolutions. Très bien, mais écoute, tu nous tiens informé de la date, du lieu. C'est le 23 mai. Tiendra cette initiative. Je vous transmettrai, mais c'est déjà, vous pouvez noter, c'est le 23 mai, mardi 23 mai, au musée d'Aquitaine. Super. Et encore merci à Espace Marx. Et merci à toi pour toutes les informations et tous les éléments que tu nous as donnés. Merci à vous de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci pour ça. Non, super.